Votre invité à présent dans la grande interview en direct sur Boursorama, c'est Éric Trappier, le PDG de Dassault Aviation. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous sur Boursorama. Vous avez publié ce matin vos comptes annuels et merci de venir en exclusivité pour en parler sur Boursorama. Sans abreuver tout le monde de chiffres, j'en ai retenu deux. 4,8 milliards d'euros de chiffre d'affaires en baisse de 31% et bénéfices net ajustés 886 millions d'euros en hausse de 6,7%. On doit se dire, mais baisse de 31% de chiffre d'affaires, hausse de quasiment 7% du bénéfice. Comment ils ont fait? Bon, d'abord, les bénéfices nets, c'est issu de ce que Dassault Aviation fait. C'est aussi issu des dividendes que nous verse Thales. Et comme Thales a aussi monté son propre bénéfice net, on bénéficie de 26% de Thales, hein, vous détenez. Absolument, on a 26% de Thales, les autres 26% sont à l'État. Et donc on bénéficie aussi de ces revenus issus de notre investissement dans Thales. Ouais, c'est la moitié de vos bénéfices aujourd'hui. À peu près la moitié de nos bénéfices nets. On a eu aussi une augmentation du revenu financier. Nos placements rapportent un peu plus, compte tenu de l'inflation, c'est normal. Ah oui, aujourd'hui, oui, on en parlait justement, l'inflation, les taux d'intérêt. Mais qui dit baisse de l'inflation, dit aussi taux d'intérêt plus bas à venir. Donc ça posera d'autres questions, mais on n'en est pas encore là. Plus tard. Plus tard, chaque chose en son temps. Comment on qualifie ce millésime 2023? 2022 a été une année commerciale, pardon de le dire, stratosphérique. Pour vous, on dit quoi? On dit que vous avez perdu de l'altitude. Comment vous-même vous qualifiez ce millésime 2023, s'il fallait le qualifier? 2022 était un millésime exceptionnel, dû principalement au contrat avec les Émirats Arabes Unis, 80 Rafales. Donc tout est relatif dans la vie, mais le millésime 2023 conforte la réussite du Rafale, puisque vous voyez, on a à peu près 8 milliards de prises de commande, grâce à la prise de commande de l'Indonésie, qui est un nouveau client Rafale. Et donc, ça justifie le moment Rafale. On est toujours dans un moment Rafale, une prise de commande forte au niveau du Rafale à l'exportation. Et donc ça, c'est une très bonne année pour nous en termes de prise de commande. Et on a un carnet de commandes historique. 60 Rafales commandés sur 2023. Certains vous diront, bah oui, mais c'était 92 en 2022, mais il faudra se rappeler qu'en 2021, c'était 49. Et que ces contrats-là, c'est pas au fil de l'eau. Il y a 10 ans, c'était zéro. En plus, voilà. En cumulé, on a combien en cumulé? Alors maintenant, on a vendu 500, 495 Rafales, donc pratiquement 500 dont la moitié à Rafales, l'export, c'est ça? Dont la moitié, un peu plus de la moitié à l'export, oui. Et c'est sans compter les avions d'occasion aussi de l'armée française qui ont été vendus vers la Grèce et vers la Croatie. Donc c'est difficile de faire des prévisions sur le Rafale parce que c'est des grands contrats et donc ils ne tombent pas au fil de l'eau comme les Falcons, on pourra en parler. Oui, c'est assez difficile. En fait, ce qu'il faut regarder, c'est toujours sur du moyen et du long terme. Sur du moyen et du long terme, nous avons un carnet de commandes rempli qui nous donne du travail pour les 10 ans à venir. Et ça, c'est exceptionnel d'avoir un carnet de commandes rempli pour 10 ans. Ouais. Donc finalement, le problème, entre guillemets, le problème Dassault Aviation, ce n'est pas le carnet de commandes, mais c'est de livrer. C'est ça le sujet aujourd'hui pour vous. C'est de livrer avec des fournisseurs, des sous-traitants, mais on connaît mal, mais il faut expliquer, Éric Trappier, qu'il y a quoi, 400 fournisseurs, c'est ça, sous-traitants, oui. Sur un avion, sur un Falcon? Oui. Sur un Rafale et sur aussi. un Falcon, oui. C'est pas les mêmes d'ailleurs. C'est pas les mêmes, non. Certains sont les mêmes, d'autres sont différents. Et ils ont du mal à suivre, il faut l'expliquer ça. Oui, on est dans une phase de montée en puissance de l'aéronautique en général, post-Covid. Après un arrêt quasiment d'un an complet, l'aéronautique est repartie fortement en 2021. C'est vrai de Dassault avec le Rafale et avec les Falcons. C'est encore plus vrai avec Airbus, qui a les mêmes fournisseurs que nous. Et donc cette remontée en puissance est difficile parce qu'on a un manque de main-d'œuvre. C'est paradoxal dans un pays où on a encore un taux de chômage relativement élevé et donc un taux d'emploi pas assez fort. Et ce qu'il faut, c'est qu'on fasse revenir les gens au travail, qu'on travaille plus et qu'on arrive donc à armer nos équipes de sous-traitants. Chez nous, on a embauché beaucoup. Ça a été un des grands sujets de 2023. On a embauché 1700 personnes et 300 apprentis. On va encore embaucher 2000 personnes pour une société qui fait 12-13 000 salariés. C'est énorme. Ça veut dire moins sous-traiter à l'avenir aussi peut-être? Non, ça veut dire qu'on va sous-traiter tout autant, mais il faut que nos sous-traitants arrivent aussi à réussir à employer plus. C'est une question de pénurie de main-d'œuvre, de compétences ou pas seulement? Problème de compétences, donc de formation. Ça veut dire qu'une fois de plus, il faut plaider en amont, dans les écoles, dans les collèges, c'est un process qui est long, avec l'éducation nationale, en disant l'industrie d'une manière générale, et nous en particulier dans l'aéronautique,
on a besoin d'emplois, on a besoin de scientifiques, on a besoin de flécher les métiers, non pas de la mathématique pour la mathématique, mais de la mathématique parce que c'est des sciences, et ces gens-là qu'on va retrouver dans les métiers techniques, les métiers de l'ingénieur comme les métiers de la maîtrise, du compagnon, et donc du travail sur des sujets très techniques. Et pas de problème financier du côté des sous-traitants ou du côté des fournisseurs? Alors on commence à... Si, vous avez raison, il commence à y avoir chez les PME, mais même chez des entreprises un petit peu plus grandes, un moment de réveil après, je dirais le Covid, parce que le Covid, vous aviez les PGE, vous aviez le chômage partiel, enfin bref, des outils pour... c'est la fin du quoi qu'il en coûte, ça a été suffisamment rappelé par Bruno Le Maire. Dans la fin de ce quoi qu'il en coûte, la vraie vie reprend et il y a des sociétés qui sont en difficulté. Et en particulier, ce qui est paradoxal, si elles n'avaient pas de commandes, elles sont en difficulté. Si elles ont trop de commandes et qu'il y a ce qu'on appelle un ramp-up, une montée en puissance, elles ont du mal à suivre, elles ont besoin d'argent pour monter. Donc on les aide, on fait des avances, mais c'est une difficulté. Il faut qu'elles remboursent les PGE. Les taux d'intérêt sont forts parce que l'inflation a été forte. D'ailleurs, je passe un message. Moi, je serais plutôt pour qu'on allège un petit peu les taux d'intérêt parce que l'industrie ne peut pas travailler sans investissement. Ces investissements, c'est l'emprunt. Donc ça vous pénalise encore une fois que la BCE prenne son temps pour baisser ses taux d'intérêt? C'est pas mon métier, donc ils ont toute une analyse et la Fed américaine fait pareil pour enrayer l'inflation qui est aussi un mal contre lequel il faut lutter. Mais voilà, il faudrait un peu... Parce que ce que ne dit pas toujours la BCE, c'est que non seulement les taux d'intérêt augmentent, mais les volumes de prêts peuvent baisser aussi. Oui. Donc c'est... Alors après, on ne peut pas prêter toujours, même à des gens qui sont en difficulté. Donc c'est ça, il faut anticiper les difficultés de nos sous-traitants. C'est plutôt vrai ici en Europe. Il y en aura un peu moins de difficultés en 2024 du côté des sous-traitants. Ça sera moins. On a observé en 2023 une augmentation des difficultés et on estime qu'en 2024 ça va se poursuivre. Alors on commence à mieux le voir, à mieux l'anticiper. À mieux s'organiser aussi en interne pour changer les méthodes et être capable de pallier à ça. Nos équipes aident nos sous-traitants et ça c'est un gros travail, mais ça perturbe même d'une certaine manière les chaînes de production. Sur 2024, vous prévoyez donc de livrer 20 Rafales et 35 Falcon. Vous êtes serein? Oui, je suis serein. C'est toujours une difficulté dans la vie de tous les jours, mais je suis serein sur le fait que, d'abord, on a des obligations de livrer nos Rafales aux armées françaises. On est quand même dans un environnement géopolitique difficile, avec des crises, une guerre à l'est de l'Europe, une crise forte au Proche-Orient. Donc on a cette obligation, non pas de rentrer dans cette économie de guerre, mais de rentrer dans une certaine mobilisation vers les armées françaises. Donc on se doit de livrer les Rafales. On a plutôt moins de difficultés sur le Rafale que sur les Falcon. Ah, c'est intéressant ça, les difficultés sont plus sur le Falcon? Oui, parce que c'est plus varié sur le Falcon. On parle des sous-traitants là, de la chaîne d'approvisionnement. On parle même chez nous, on a plusieurs chaînes de Falcon. On a le Falcon 2000, le 8X, maintenant le 6X, demain le 10X, encore le 900. Donc c'est des plus petites quantités par chaîne de production, alors que le Rafale c'est une chaîne de production pour la France et pour l'export. Et puis deuxièmement, quand on a des retards, on essaye de les rattraper sans trop retarder les avions. Les avions partent à Little Rock en Arkansas aux États-Unis pour l'aménagement intérieur de l'avion. Et si vous avez des rattrapages à faire, ces rattrapages, il faut envoyer des équipes françaises aux États-Unis. Donc c'est une complexité un petit peu supérieure. Le Falcon, 23 Falcon commandés en 2023, 64 en 2022. Qu'est-ce que ça nous dit sur l'aviation d'affaires qui n'est pas repartie de manière durable, qui est un indicateur quelque part de la conjoncture économique mondiale? C'est ça aussi? Oui, on a vu que sur 2023, les commandes américaines, c'est-à-dire des clients américains, ont été au bon niveau. Que d'habitude, on en a autant en Europe qu'aux États-Unis, on en a eu beaucoup moins en Europe. Ça prouve que l'Europe... c'est l'aviation d'affaires en Europe aujourd'hui qui ne repart pas. Qui repart moins, qui est un petit peu plus perplexe, et ça s'explique. Comme je le dis toujours, c'est un indicateur de l'activité économique. Il y a plus d'inquiétude en Europe qu'aux États-Unis. Quand vous allez aux États-Unis, il y a un optimisme terrible, ça travaille, il y a un taux d'emploi maximal. Ici, il y a quand même des taux d'emploi qui ne sont encore pas au bon niveau. Vous avez des pays qui commencent à être en récession. On est juste sur la ligne, on a des endettements qui peuvent poser problème. Donc il y a une certaine hésitation à l'investissement. Sur fond de décarbonation aussi, voulu sur en fond Europe. De décarbonation. En Europe ou en France? Ou c'est quelque chose de très franco-français? Non, je pense que la décarbonation est vraie aux États-Unis comme en Europe et comme en France.
Simplement, on est un peu plus montré du doigt en France pour des raisons très certainement plus politiques qu'environnementales. On fait le travail, on s'inscrit totalement dans la décarbonation à horizon 2050. On utilise déjà beaucoup plus les carburants alternatifs que nos amis de l'aviation commerciale. On met 30% de carburants alternatifs dans nos avions. Nos avions sont capables synthétique, ça veut dire... Ça veut dire que c'est des carburants verts. C'est des carburants qui ne dégagent pas de CO2. Donc quand je mets 30% dans un avion, ça veut dire qu'on a décarboné déjà de 30% les vols de nos avions, ce qui n'est pas le cas de l'aviation commerciale. Donc quelque part... À quand une 100% du carburant durable sur le plus vite possible, mais il faut le temps de les produire. Et surtout, il va y avoir des changements de technologie, c'est-à-dire on va passer des carburants verts à des carburants, ce qu'on appelle des e-fuels, c'est-à-dire des carburants qu'on fabriquera à partir d'hydrogène. Et il faut beaucoup d'énergie pour ce faire, et beaucoup d'énergie décarbonée. Évidemment, sinon ça ne sert à rien. Voilà, et je rappelle que les centrales nucléaires contribuent à l'énergie décarbonée. Aujourd'hui, vous êtes à 2 rafales par mois en termes de production. Vous serez d'ici 1 an, je parle sous votre contrôle, à 3 rafales par mois en production. On a l'objectif de passer à 3. On a une vingtaine d'avions à livrer et donc on s'inscrit sur le fait que dans les années après, surtout si on reprend des nouvelles commandes, il faudra passer à 3 et peut-être même au-delà. Donc on est capable de le faire, mais ça s'inscrit dans la durée parce qu'il faut que non seulement nous on s'organise pour, mais il faut aussi que nos chaînes de sous-traitance, qui ont déjà des difficultés aujourd'hui, s'organisent pour. Je suis assez confiant puisqu'on l'a prévu. C'est juste un moment à passer au sens de la montée en puissance. Grand succès à l'export pour le Rafale. Émirats Arabes Unis, Indonésie, Qatar, Grèce, Croatie, et j'en oublie. Vous, quel nouveau pays vous aimeriez, je ne vous demande pas de me dire ce qui est dans les secrets, dans les tuyaux, dans les pourparlers, mais quel nouveau pays vous aimeriez avoir comme client? Écoutez, on a eu 2 nouveaux pays. On a eu la Croatie qui était complètement nouveau, même si ce sont des avions d'occasion. Et on a eu surtout l'Indonésie, en Asie-Pacifique. Mais d'autres amène beaucoup. Alors d'autres, on verra comment ça fait des petits. C'est difficile de le prévoir à l'avance. Vous voyez, l'Indonésie, on ne l'aurait pas prévu il y a 10 ans. Donc on a d'abord à renforcer les clients actuels qui veulent plus de Rafale, parce qu'ils sont très satisfaits du Rafale. On travaille en Arabie Saoudite, c'est un nouveau pays aussi pour nous, on n'a jamais vendu en Arabie Saoudite, on serait très content de pouvoir vendre en Arabie Saoudite. Ouais. Et donc ça peut tomber 2024, 2025, non mais voilà, c'est la magie entre guillemets des grands contrats. L'important c'est que maintenant on a beaucoup de contrats, on a beaucoup de pays utilisateurs, que ceux qui sont pays utilisateurs sont très contents, le montrent, le disent autour d'eux, et qu'il y a un effet... je dirais, d'entraînement vers les autres pays. L'observation est importante. On est sur Boursorama. Le cours aujourd'hui de l'action suite aux publications de résultats perd 4%. Vous vous dites quoi? Vous dites que c'est sévère. Il avait gagné. Pas surpris 3. Il avait gagné 3 hier. C'est vrai. Voilà, donc il est au-dessus il est resté très longtemps autour de 180. Il était monté là, dans les quelques derniers jours, y compris au-dessus de 190. Quasiment au plus haut historique. Et les gens prennent, au plus haut historique, les gens prennent un peu des bénéfices. Honnêtement, le cours de bourse, on le regarde sur du long terme. Il faut que la capitalisation de la société et de Thales, puisqu'on est aussi dépendant de Thales, au bon sens du terme, grimpe, mais ce n'est pas au jour le jour. Donc, pourquoi ce n'est pas au jour le jour? Parce qu'on n'est pas vendeur, on est plutôt acheteur. Donc, on a racheté nos actions, on a relué nos propres actionnaires, et on a racheté des actions Thales, puisqu'on croit dans Thales. Qu'est-ce que vous dites éventuellement aux investisseurs qui nous regardent, aux particuliers qui n'ont pas encore d'actions d'Assaut Aviation en portefeuille? Vous leur dites quoi? C'est un investissement, s'ils achètent des actions d'Assaut, de moyen et de long terme. On ne boursicote pas avec l'action d'Assaut, mais c'est un investissement sûr sur le long terme. Bon, je me disais, tiens, je regardais sur Boursorama, je regardais le PER, ratio cours sur bénéfice, pour 2024. Il est de 15, je ne me rends pas compte. C'est cher payé ou pas par rapport à la concurrence? J'ai aucune idée. Pas de commentaires, non, non, je crois pas. Je crois que c'est le bon prix. Bon. En tout cas, merci de passer nous voir. Éric Trappier, donc président PDG de Dassault Aviation. Entretien exclusif, donc, à retrouver tout à l'heure dès 14 h en replay sur Boursorama. Merci à vous. Merci.